Bienvenue à ce premier balado de lancement du second numéro de la revue Communitas du département des sciences juridiques de l'UQAM. Les normativités en matière de santé et de sécurité du travail, les coulisses de la réflexion, est le thème que nous abordons dans le cadre d'une série de 2 balados qui ont pour objet de vous présenter les intérêts, les défis rédactionnels ou réflexifs et les messages que les autrices et auteurs du numéro ont souhaité vous communiquer. Les autrices et auteurs invités pour ce premier balado sont ceux dont les articles ont été regroupés au sein de la première thématique du numéro, portant sur la prédominance des normativités expertes et universelles en santé et sécurité du travail. Ces autrices et auteurs sont Loïc Lerouge, directeur de recherche CNRS à l'Université de Bordeaux, Michel Dupré, sociologue du travail au Centre Max Weber de Lyon-Saint-Étienne, Simon Vivier, professeur au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval, et enfin, Agathe Dodin et moi-même, Jean-Paul Doutel, doctorant en droit social à l'Université Lyon 2, et en ce qui me concerne également à l'Université d'Ottawa. Ce balado est le résultat d'un partenariat entre la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM et son département des sciences juridiques, ainsi que la chaire de recherche éminente en droit de la santé-sécurité du travail de l'Université d'Ottawa. Quel a été votre intérêt de participer à ce numéro de Communitas ? C'est finalement que je pensais à ce sujet-là depuis longtemps, et que je voulais rédiger quelque chose sur l'articulation entre les processus de normalisation en santé et sécurité au travail et les processus d'élaboration des normes juridiques en matière de santé et sécurité au travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous assistons à une vraie densification du processus normatif dans ce domaine, notamment depuis l'édiction de la norme 45001, la norme ISO 45001 sur le management de la santé et sécurité au travail, et la prochaine norme ISO 45003 relative à la santé psychique ou psychologique au travail. Donc, je souhaitais observer cette densification, observer quels étaient les déplacements entre normes juridiques et normalisation en santé et sécurité au travail. Et comme aujourd'hui, l'approche par la normalisation de la santé et sécurité au travail prend de plus en plus de place et qu'elle est là, je voulais étudier quelle articulation aurait été ou est possible entre la normalisation et une norme juridique de santé au travail. L'intérêt est très grand pour nous. Nous travaillons à observer des entreprises chimiques en France, mais on sait qu'elles sont insérées dans des flux globaux, dans des échanges entre des entreprises qui sont réparties de par le monde, et notamment souvent ces entreprises françaises sont des filiales de groupes américains. Et donc la question de la globalisation, elle se posait là, et elle posait en même temps la question du pluralisme normatif. Et on voit bien que là, il y a tout un travail de traduction qui se met en route et qu'il était intéressant d'aller explorer, pas seulement de notre point de vue, mais d'aller se forcer à aller dans une revue qui allait nous obliger à regarder le droit. Donc, c'était vraiment pour nous une façon, un très grand intérêt de dire, bon, mais d'accord, on constate de fait dans les pratiques, quand on rencontre les responsables HSE de ces entreprises, qu'il y a quelque chose, qu'ils ont ces efforts pour essayer d'être bons en fonction des différentes normes qui leur sont imposées, exercice extrêmement difficile pour la plupart de ces responsables sécurité. Mais voilà, là on le constate en pratique, mais il faut aller l'explorer scientifiquement un petit peu mieux. Et Communitas, c'était vraiment pour nous l'occasion, avec cet appel d'offres très particulier sur le pluralisme normatif et en matière de sécurité et de santé au travail, vraiment de nous confronter de manière plus sérieuse à cette thématique-là. C'est de pouvoir avoir un dialogue interdisciplinaire, en fait, avec le droit. Le droit qui est omniprésent, je dirais, dans les organisations dans lesquelles on intervient, soit en ergonomie. Dominique Caubaret vient de l'ergonomie, Dominique L'Huillier en psychologie du travail, et moi, en plus, on pourrait dire en psychosociologie du travail, Dominique et moi. Et donc,
quand on intervient dans les organisations, on est toujours confronté à cette question-là du droit, à cette question-là des normes, des contraintes, des règles qui régissent puis qui définissent les problématiques de santé et sécurité du travail. Donc, il y avait vraiment un intérêt à dialoguer avec le champ du droit. Et donc, la perspective qu'on souhaitait proposer dans le cadre de ce numéro-là, c'est à l'effet que l'idée que les travailleurs ne sont pas passifs devant les contraintes. Donc, ils agissent, ils se saisissent des contraintes. Et que finalement, la santé, comme on l'a défini comme un pouvoir normatif éprouvé, c'est-à-dire que la santé, pour nous, c'est la capacité ou le sentiment, en fait, d'être en mesure de faire advenir de nouvelles normes de vie, de sentir que par notre activité de travail, on contribue à créer des manières de faire, de voir le monde, donc à créer de nouvelles normes, on pourrait dire. Et donc, le fait de sentir ce pouvoir d'agir-là sur le monde constitue, de notre point de vue, la santé. Donc, à contrario, en fait, le fait de respecter à la lettre des normes, de se conformer à un contexte, à des règles, de s'y conformer, on pourrait dire stricto sensu, amène plutôt vers la maladie. Le fait de se sentir impuissant devant les contraintes dans lesquelles chaque travailleur, chaque travailleuse a à œuvrer, risque d'amener plutôt vers une dégradation de la santé mentale et éventuellement vers la maladie. Donc, d'une part, il y avait un intérêt à mettre en discussion une définition de la santé et d'autre part, de mettre en discussion aussi une conception du travail et du lien avec le hors-travail. Donc, le travail, on le conçoit comme étant justement une activité et non pas comme un contexte ou comme un décor. Donc, on s'intéresse à la capacité que le travail a de produire de la santé, comme on l'a défini à l'instant. Et donc, pour nous, il y a un intérêt à considérer cette vision-là de la santé et du travail via le prisme de l'activité pour éclairer la question de la normativité dans le champ de la santé et sécurité du travail. C'était intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce que écrire à deux, puisque moi j'ai écrit l'article avec Jean-Paul Detel, à deux auteurs sur un thème de recherche concordant ou proche, c'est toujours intéressant, puisque lui travaille sur la question des handicaps psychiques et moi des maladies chroniques. L'autre intérêt, c'est participer en tant que jeune chercheur, jeune doctorant à un débat, on va dire, pluridisciplinaire ou international sur ce thème de la régulation de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce n'est pas forcément tous les jours qu'on a cette opportunité-là. Et puis de participer aussi à une nouvelle revue, puisque Communitas est une nouvelle revue, donc ça c'est toujours très intéressant. Et puis, ça permet, in fine, de faire connaître sa thématique de recherche. C'est pareil, on n'a pas toujours l'occasion, en tant que jeune chercheur ou jeune doctorant, de pouvoir faire connaître sa thématique de recherche et les enjeux qui y sont associés. Donc, c'était un autre point intéressant. Et puis, donc, les enjeux qui sont liés aux troubles de santé mentale et puis aux maladies chroniques évolutives. Parler des normativités en matière de santé-sécurité du travail a-t-il été un défi réflexif ou rédactionnel pour vous ? Merci pour votre question, parce que c'est une vraie question pour moi. Effectivement, même si j'avais une idée claire sur le sujet que je voulais proposer, le réaliser est une autre paire de manches. C'est-à-dire qu'ici, je voulais prendre de la hauteur, au-delà du droit positif. Il était important pour moi de partir dans un peu de théorie du droit, de rechercher ce qui a déjà été écrit sur les processus de normalisation, mais ici, d'appliquer cette réflexion au domaine de la santé et la sécurité au travail. Mais aussi, il était important de bien comprendre l'élaboration, évidemment,
des processus de la norme juridique, mais aussi des processus d'élaboration de la normalisation de la santé-sécurité au travail et comment ces normes sont entrées en concurrence, mais aussi comment les articuler. Donc c'était un vrai défi parce qu'il y avait énormément de littérature sur le sujet de la normalisation, énormément de littérature évidemment sur le processus d'élaboration des normes juridiques. Donc il a fallu digérer tout cela après beaucoup de temps de lecture et ensuite de conceptualiser le sujet et de le rendre clair, ma manière de penser le sujet. Et un des défis, peut-être quand on fait aussi de la théorie du droit, pour ce type d'article, c'est de le rendre à la fois accessible pour les spécialistes, mais aussi accessible pour les non-spécialistes, parce que la santé au travail, aujourd'hui, est un sujet qui nous concerne tous. Est-ce que c'est un défi? Oui et non. Oui, ce fut un défi parce que il fallait se confronter là, non seulement au terrain tel qu'on l'avait expérimenté jusqu'à présent, aux connaissances juridiques que l'on avait par ailleurs sur les risques industriels majeurs. On voyait comment tout ça pouvait se traduire en pratique, ou tout au moins comment les hommes au travail essayaient de traduire tout ça en pratique. Mais par contre, ça n'a pas été un grand défi en tant que tel, dans le sens où, en gros, on était déjà prêt à se confronter à cette difficulté-là, qui est une difficulté scientifique, le pluralisme normatif, essayer de le penser, de voir comment ça fonctionne, comment les différentes normativités vont s'articuler, quelles sont les hiérarchies qui peuvent se mettre en place, quelles sont les opérations de traduction qu'il va falloir faire. Mais à part ça, on ne s'était pas confronté vraiment avec des textes qui nous obligeaient à préciser conceptuellement un petit peu mieux comment on allait se saisir de l'affaire. Cette question de ces entreprises qui ont des problèmes de sécurité majeurs, risques industriels majeurs, et qui sont inscrites dans la globalisation. C'est-à-dire, si on veut prendre l'intégralité de la situation dans laquelle elles sont implantées, on est obligé de prendre la question de l'internormativité au sérieux et d'essayer de voir ce que les entreprises en font. Mais pour ça, pour pouvoir aussi préciser ces positionnements, on est obligé d'aller voir du côté des sciences juridiques comment ces questions ont été étudiées. Oui, en fait, la normativité, je dirais depuis un certain nombre d'années, dans le champ de la psychologie du travail, psychosociologie du travail, on s'appuie sur une définition de la santé comme pouvoir normatif éprouvé et qui s'inspire de la pensée de plusieurs auteurs, qu'on pense à Winnicott, Canguilhem, et donc, entre autres, quand on s'intéresse à l'œuvre de Georges Canguilhem, Canguilhem parle de la normativité du vivant. Et c'est ce qui a inspiré, entre autres, la définition de la santé. Donc, il y a, je dirais, c'est une notion ou un concept qui a émergé, je dirais bien humblement, dans les dernières années, la dernière décennie peut-être, mais qui est encore peu discuté. C'est pas un concept, je dirais, historiquement utilisé. Donc, il a fallu, entre nous, en parler, discuter de notre propre conception, de la question de la normativité, oui, de l'activité, de la normativité du vivant. Donc, oui, ça a été un défi, je dirais, interdisciplinaire, dans le sens où on n'utilise pas non plus les mêmes concepts, chacun dans nos champs. Oui, on partage, je dirais, un univers théorique, presque épistémologique, mais en même temps, il y avait certains termes sur lesquels on a dû discuter, s'entendre, faire des choix, arbitrer. Donc, vraiment, je dirais, en tout cas pour ma part, à moi, ça a été une occasion, j'allais dire la première, véritablement
interdisciplinaire, c'est-à-dire où on essaie de comprendre la discipline de l'autre, puis l'autre essaie de comprendre notre discipline pour pouvoir construire une réflexion sur un objet donné. Donc oui, ça a été un défi de parler des normativités. En même temps, la question des normes, c'est un concept immense aussi en psychologie sociale notamment. Ça fait qu'il a fallu, préciser ce que l'on souhaitait faire. On a aussi bâti sur le travail, notamment de Dominique L'Huillier, autour du travail de santé. Donc, un concept pour lequel Dominique Caubaré et moi-même, on n'était pas nécessairement complètement rompus. Et ça nous a amené à faire, je dirais, une belle découverte qui nous a poussé dans notre réflexion là, sur la santé au travail. Parler des normativités en matière de santé et sécurité du travail, ça a plutôt été un défi réflexif pour Agathe et moi, dans la mesure où on avait une idée du sujet qu'on voulait évoquer, et donc qui était la qualité de travailleurs handicapés en droit du travail français. Et cette qualité est aujourd'hui quelque chose qui est largement plébiscité par un ensemble d'acteurs en France, que ce soit des acteurs publics et privés. Il nous semblait qu'elle constituait une nouvelle norme d'emploi et finalement une norme qui doit s'appliquer à l'ensemble, ou en tout cas qui est requise dans l'accompagnement des personnes ayant des incapacités, dans leur accès à l'emploi ou dans leur maintien dans l'emploi. La seule chose est que parler de normes d'emploi était plutôt difficile, pas tant si on regarde la littérature en sociologie qui utilise plus couramment le concept de normes d'emploi, mais en matière juridique, parce que finalement ce vocable ou ces termes ne sont pas dans notre pratique juridique courante. Et donc, il a fallu réfléchir à savoir comment on pouvait raccrocher ce concept de normes d'emploi à un sujet qu'on voulait, en tout cas, amorcer sur le plan du droit et sur le plan du droit du travail. Et dans ce cadre-là, ça a demandé de faire une recherche en théorie du droit pour savoir quelle pouvait être la notion de norme en droit. Alors, c'est vrai qu'il y a une notion très classique de la norme qui est d'imposer un comportement sous peine de sanction, mais ça collait relativement mal à notre idée de norme d'emploi de travailleurs handicapés dans la mesure où la norme se relève davantage un moyen d'égalisation des chances des personnes ayant des incapacités plutôt que d'un moyen coercitif, quand bien même, par ailleurs, ça a fait naître, la naissance de cette norme a fait naître une obligation d'emploi à la charge des employeurs. Donc, il a fallu creuser un peu dans la littérature juridique. Et un autre courant doctrinal en droit a une conception un peu plus souple de la norme, dans le sens d'une règle pour l'action ou d'un modèle à suivre, donc qui serait prescrit par la société au moyen de la loi dans un comportement qu'elle souhaiterait que les concitoyens, en tout cas les destinataires de la loi, adoptent. Et dans ce cadre-là, et au titre de l'influence sociale que peut avoir cette conception, ça nous semblait bien caractériser ce que peut être une norme d'emploi, et donc particulièrement celle de travailleurs handicapés. Et donc, voilà, c'est tout ce travail de réflexion qui finalement a pris du temps, puisque on l'a détaillé dans l'introduction de l'article, mais c'est vrai que autant on était très focalisé sur ce qu'on voulait dire, notamment sur la confrontation entre le droit et les pratiques, mais autant effectivement cette recherche théorique sur le concept de norme a été un vrai challenge ou un vrai défi
réflexif pour nous. Que retirez-vous de cette expérience d'écriture? Cette expérience d'écriture a été très constructive pour moi, et j'espère qu'elle le sera pour les lecteurs aussi. C'est-à-dire que d'un sujet qui me trottait dans la tête depuis un moment, j'ai essayé, et peut-être réussi, à le conceptualiser et à aboutir à un papier qui n'est pas simplement dans une approche qui pourrait être marquée, parce qu'il y a des enjeux politiques autour de ces questions de normalisation et d'élaboration d'un norme juridique en matière de santé et sécurité au travail. C'est même éminemment politique, parfois avec des enjeux économiques importants aussi. Mais c'était de conceptualiser le sujet et de rendre compte du sujet et de ma pensée dans un sens où on doit livrer une analyse scientifique finalement du sujet. C'est la difficulté parfois de réaliser un article, mais on y arrive pendant une période de pandémie. En tout cas, le moment où j'ai commencé à écrire cet article, les bibliothèques universitaires sur le campus de l'Université de Bordeaux, mais partout en France aussi, étaient fermées. Donc, si on avait accès, évidemment, à la documentation électronique, il était plus difficile d'accéder à la documentation papier sur ce type de travail. Et j'ai pensé évidemment aux jeunes chercheurs, et aux doctorants et doctorantes qui étaient dans la difficulté d'accéder à l'information. Eh bien, pour ce type de papier, les travaux de recherche de thèse, etc., il est souvent nécessaire de remonter le temps et de regarder ce qui a été écrit précédemment sur une partie du sujet ou sur tout le sujet, et ne pas avoir accès ou de grandes difficultés d'accès à des sources de première main qui sont en magasin et qui ne sont pas disponibles immédiatement était vraiment difficile, mais on y arrive finalement parce que les bibliothèques ont rouvert au moment où j'ai pu retravailler un petit peu sur ce papier. Si au départ, on peut croire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été écrit, en fait, il y a des choses qui ont été écrites de longues années en arrière, théorisées, conceptualisées, selon l'époque d'alors, mais que parfois, si l'histoire se répète, elle ne se répète pas forcément, mais relire ces papiers à l'aune de notre époque est toujours très intéressant et constructif et source d'inspiration pour notre propre réflexion actuelle. Et effectivement, remonter le temps et comprendre le contexte historique d'élaboration des normes, et ici de la normalisation technique, la normalisation sociale aussi de la santé et sécurité au travail, a été d'un grand apport pour m'aider à concevoir la réponse au sujet que j'avais posé. Je travaille depuis 2004 sur la question de la construction de la sécurité industrielle dans les usines chimiques avec d'autres disciplines, et notamment avec des sciences ingénieurs et des spécialistes des sciences politiques, et avec un ingénieur qui a été formé aux sciences sociales et qui donc n'est pas tout à fait sociologue, et avec qui j'ai depuis longtemps engagé un dialogue interdisciplinaire. Donc, dans notre recherche, mais y compris dans ce binôme plus étroit qui dure depuis longtemps, depuis 2004, je suis dans une position de travail interdisciplinaire et je sais la richesse que cela représente. Une première leçon sur le fait que c'est du travail, écrire en mode interdisciplinaire. On a vraiment bâti cette réflexion-là sur le long cours. D'une part. D'autre part, comme je le disais, ça nous a amené, je pense, les uns les autres comme co-auteurs à s'approprier des concepts qu'on va pouvoir remobiliser dans nos travaux. J'ai donné l'exemple du travail de santé qui, grosso modo, met en lumière le fait que la santé, ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un état statique et que l'équilibre dont on parle souvent dans les définitions de la santé nécessite du travail, nécessite des arbitrages
et que c'est une dimension impensée, en fait, du travail de manière générale. Donc, je pense que c'est un concept avec lequel Dominique Caubaret et moi, on va repartir de cette expérience d'écriture-là, en espérant aussi que ça ait pu contribuer à la réflexion dans le champ de la santé et sécurité du travail, puis plus spécifiquement dans le domaine du droit. L'invitation qu'on a eue pour participer à ce numéro spécial-là est arrivée avant la COVID, si ma mémoire est bonne. Et finalement, la COVID a été une opportunité, en fait, la COVID-19, une opportunité d'illustrer la conceptualisation qu'on proposait des liens entre santé, travail et normativité. Et donc, on s'est saisi d'un événement collectif, culturel, historique qui nous a tous mis à l'épreuve pour essayer de bâtir des connaissances qui puissent être utiles pour la suite en santé au travail. Cette expérience d'écriture, c'était intéressant et puis ça a eu plusieurs avantages. En tout cas, pour moi, le premier, ça a été de pouvoir travailler à deux sur une thématique de recherche dans le cadre d'un travail de thèse et de doctorat qui est un travail quand même relativement solitaire où on n'a pas toujours les mêmes sujets d'études. Et là, c'était l'occasion de pouvoir travailler à deux sur une thématique un peu proche. L'autre intérêt, c'était de pouvoir, ou l'autre avantage, ou en tout cas ce que j'en ai retiré, de pouvoir synthétiser une partie du travail de thèse. Et puis, enfin, ce qui était intéressant et en tout cas enrichissant, c'était in fine d'avoir la perspective de pouvoir avoir un retour sur l'écrit, sur ce qu'on a pu produire par les évaluateurs. Et c'est une première manière, en tout cas, d'évaluer les recherches avant, évidemment, une soutenance de thèse. En tout cas, voilà, le retour des évaluateurs, c'est quelque chose qui est toujours très, très riche et ça permet un petit peu de se situer. Donc, c'était vraiment intéressant. Quel message souhaitez-vous faire passer par le biais de votre article ? Le message, ou un des messages à retirer de ce travail, c'est à nouveau la question de la confrontation des normes issues du processus de normalisation, hein, évidemment, en santé et sécurité au travail, et des normes étatiques. Que le développement de l'une, en l'occurrence, les normes issues du processus de normalisation, issues aussi d'une sorte de libéralisation hein, de la santé et sécurité au travail, eh bien, ne se fasse pas au détriment du droit, des normes juridiques qui doivent conserver leur rôle de contrôle et de sanction des garanties protégeant les travailleurs quand ces garanties ne sont pas respectées. Mais on voit bien aujourd'hui hein, que les normes prolifèrent et qu'on ne peut pas non plus laisser proliférer trop de normes au détriment de la norme juridique. Un équilibre est à trouver et un chemin est à trouver dans cette densification hein, des processus de normalisation et d'élaboration juridique des normes. C'est une standardisation de la gestion de la santé et sécurité au travail, qui est issue de pouvoir économique et pas de pouvoir juridique. Donc l'approche est complètement différente, avec un glissement vers une approche gestionnaire. Et on oublie un certain nombre de droits. Il me semble que dans la norme ISO 45001 sur le management de la santé et sécurité au travail, on a oublié au passage le droit d'alerte. Et donc effectivement, ici, en termes d'adaptation au système, en termes de garantie des droits des travailleurs, en réalité, c'est bien ça dont il est question. Les normes juridiques doivent continuer à s'exprimer, à contrôler, à sanctionner s'il le faut. Ça me paraît très important, évidemment, et à garantir, a fortiori, les droits fondamentaux. Face à ces évolutions hein, normatives, une des questions
qui me paraît importante. Quelle norme dirige ou va diriger nos comportements sociaux, en matière de santé et sécurité au travail en particulier? Est-ce que ce sont les normes juridiques ou ce sont les normes issues du processus de normalisation? Or, on le voit bien, ce qui va guider nos comportements, les normes qui vont guider nos comportements sociaux, ne seront pas issues du même processus d'élaboration. Un processus émanera du processus d'élaboration des normes étatiques, démocratiques, et d'un autre côté, nous avons des normes issues d'un processus de normalisation, issues d'un pouvoir économique et aussi gestionnaire. Donc l'approche est forcément différente. C'est que la régulation des systèmes industriels dangereux, à risque industriel majeur, tels que les entreprises chimiques que nous avons observées depuis 2004, est une question complexe. Une question complexe, justement, à cause de l'internormativité dont entend parler la revue Communitas. C'est une question complexe et très souvent, les risques industriels majeurs, on n'en parle pas tellement, si ce n'est lorsqu'il y a des crises. Et quand il y a crise, il y a un moment d'accès particulier, les gens se mettent à avoir des réactions extrêmement fortes par rapport à cet événement, et c'est normal, mais la question qui revient souvent, y compris chez les collègues chercheurs, c'est « mais que fait l'État ?» C'est-à-dire on renvoie à une source de normativité, alors même que sur le terrain, les praticiens sont confrontés à des situations extrêmement complexes dans lesquelles ils doivent combiner, hiérarchiser, négocier entre les différentes normativités qui viennent s'imposer à eux et ensuite les traduire en pratique pour que les opérateurs puissent agir. Et là, je trouve que très souvent, on rabat ça à un rapport extrêmement simple. L'État n'a pas assez contrôlé, ou bien les entreprises ne respectent pas les règles qu'on leur impose, etc. Eh bien, si on pouvait essayer de faire comprendre que tout est un peu plus complexe, non pas pour dire, allez, laissez-nous entre experts, nous allons décider des choses, mais si on prenait l'habitude de ne pas toujours répondre, vouloir trouver une solution simple, ou simplement vouloir affirmer un message qui rabat la réalité de l'entreprise à quelque chose qui est vraiment une vie linéaire, très simple, etc. Et ça n'est pas ça. On vit dans un monde extrêmement complexe. Et c'est le résultat de l'évolution de notre société industrielle, pour le meilleur et pour le pire, sans doute. Mais c'est ça. C'est un fait, ça c'est une réalité. Et donc, si on pouvait arriver à faire passer ce message-là, et que du coup, on ne se rabat pas sur ces questions-là, mais qu'on puisse poser d'autres questions par rapport à l'existence de ces usines, par rapport à la sécurité qu'en tant que société, on veut absolument avoir par rapport à ces fabrications industrielles qui sont dangereuses, là, ça serait une vraie question politique. Mais rabattre les questions à un niveau extrêmement simple ne me paraît pas digne du niveau de complexité que l'on constate très très vite sur le terrain quand on veut bien l'observer sérieusement. C'est l'importance des passerelles entre les spécialités, soit à l'intérieur d'une même discipline, soit entre les disciplines académiques qui vont œuvrer à faire comprendre ça. Mais aussi passerelle entre les chercheurs et le monde des entreprises, parce que si on est en train de parler de tout ça, c'est bien parce qu'on est allé les observer dans leur travail et que eux nous donnent des clés pour comprendre la complexité de cette réalité à laquelle ils sont tous les jours, eux, confrontés. Et eux, pour eux, leur travail, ça n'est pas de conceptualiser ce qu'ils sont en train de vivre, c'est d'agir. Et ils n'agissent pas toujours dans le bon sens. La question, elle n'est pas là. Alors, il ne s'agit pas de moraliser la chose, mais il s'agit de dire, nous, on a un rôle de recul réflexif par rapport à l'actualité du travail
qui est une actualité qui est prise dans cette internormativité. Et cette internormativité-là, c'est un fait qu'on observe très vite dans des détails concrets. C'est très intéressant d'aller faire des observations de terrain. Et là, on est dans le niveau micro, on observe des petites choses qui vont nous révéler des choses qui sont par derrière. La normativité, elle est au-delà des petites pratiques concrètes, mais elle est tout s'en chasse. Et du coup, il est important pour les chercheurs de passer à la fois, alors pour différents chercheurs, ce n'est pas forcément toujours les mêmes, de passer des observations à un niveau plus macro qui permettra de conceptualiser, de passer à un niveau interdisciplinaire qui permettra d'échanger sur cette situation, de rencontrer d'autres situations peut-être. Des observations, elles sont coûteuses en temps, donc on ne peut pas tout voir non plus. Donc c'est intéressant d'aller se confronter à d'autres expériences. Tout ça est extrêmement important à comprendre. En plus, la notion du temps est importante, c'est-à-dire que pour pouvoir affiner tout ça, eh bien, il faut du temps pour comprendre, du temps pour agir, du temps pour conceptualiser. Et ça, c'est aussi une dimension importante à faire comprendre et peut-être à ceux qui administrent la recherche. C'est-à-dire on a besoin de temps long de la recherche. C'est de faire connaître finalement l'intérêt de regarder les questions de santé et de sécurité du travail du point de vue de l'activité, de ce que mettent en place les personnes via leur intelligence individuelle et collective pour faire face aux contraintes. On connaît bien en ergonomie l'écart entre le travail prescrit et le travail réel ou le travail effectif. Et comment, finalement, on doit toujours réajuster la prescription, on doit toujours réajuster les règles, réajuster les techniques en fonction de ce qui arrive, en fonction du réel. Et je pense que dans le champ de la santé et sécurité du travail, ben, il y a peut-être une conception majoritaire, on pourrait dire ça comme ça, je pense, à l'effet qu'il existe des règles qui doivent être suivies pour préserver la santé et la sécurité des personnes. Et donc, des règles, des savoirs experts d'une certaine manière. Et ce que les travaux en psychodynamique du travail, en ergonomie, en psychosociologie du travail, en clinique de l'activité ont montré, bref, dans notre champ, c'est en fait tout l'intérêt d'essayer de comprendre, de se rapprocher de l'expérience, de se rapprocher de l'activité des personnes pour essayer de comprendre comment les personnes font les arbitrages concrètement. Comment parfois ce qui peut s'avérer être une règle qui, de l'extérieur ou d'un point de vue expert, peut être utile et nécessaire pour protéger la santé, finalement constitue plutôt un obstacle à la santé des personnes et donc limite leur créativité, limite leur possibilité de faire du travail une source de santé. C'est aussi l'intérêt de ne pas découper la santé au travail et hors travail. Et je pense que l'illustration qu'on fait de l'épreuve qui a été vécue par les enseignants en France lors du confinement qui a découlé de la COVID-19 et toutes les règles sanitaires avec lesquelles ils devaient composer, mais aussi le confinement en soi a complètement déstabilisé, on pourrait dire, leur normativité professionnelle, a aussi déstabilisé, là où je voulais en venir, les frontières entre le travail et leur travail. Et on a pu bien mettre en évidence la perméabilité des sphères de vie, d'une part, et ce qu'on va appeler l'intersignification des conduites. C'est-à-dire que parfois, dans le travail de santé, on va, par exemple, prendre soin de soi, disons, pour un enseignant, pour donner un exemple qui est peut-être un peu hors propos par rapport à l'exemple directement de la COVID-19, mais
les enseignants vont se reposer la veille, par exemple, d'une journée particulièrement intense. Et donc, ce repos-là est nécessaire pour pouvoir travailler. Et à l'inverse, et donc, ça fait partie du travail. L'idée même de faire des activités qui sont reposantes la veille d'une journée éprouvante, ça fait partie, c'est un travail en tant que tel. Et c'est un travail, ce travail de santé-là nécessite, ou en tout cas, il y a un intérêt à ce qu'il puisse faire l'objet de délibération au sein d'un métier. Comment, autrement dit, on prend soin de sa santé lorsque l'on est enseignant? Et dans l'article, on donne des exemples de certaines activités qui ont été mises en délibération. Comment on arrive à arbitrer entre les exigences du travail et les exigences de se préserver. Donc, c'est tout ça dont il est question dans la notion ou le concept de travail de santé. Donc, le message d'éviter de voir la santé comme étant en morceaux entre le travail et le hors-travail. Le message peut-être qu'on a souhaité faire passer par le biais de l'article avec Jean-Paul est autour de la question donc, de cette norme d'emploi de travailleurs handicapés, puisque cette norme, la création de cette norme a été une mesure de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Ça a été une mesure qui a été favorable à l'embauche de travailleurs handicapés, à la question de la normalisation des situations de handicap dans les milieux ordinaires de travail, par exemple. Et donc, c'est quelque chose qui était très positif, mais qui semble s'être construit sur une image plutôt, on va dire, classique ou traditionnelle, en tout cas liée aux problématiques physiques du handicap et quelque part plutôt restrictive. Cette mesure favorable, aujourd'hui, elle fait échapper, ou en tout cas, elle ne permet pas d'intégrer des questions, des handicaps autres, type les maladies chroniques ou les troubles psychiques, puisque ce ne sont pas forcément des troubles qui ont des problématiques nécessairement physiques ou qui sont des troubles qui sont sévères, c'est des choses un peu plus floues. Donc finalement, cette création de normes qui a eu un intérêt à un moment donné et qui a été très importante et dont l'objet est social, ne doit peut-être pas, in fine, écarter d'autres singularités ou d'autres situations de handicap qui auraient émergé par la suite, ou en tout cas qui n'auraient pas été dans le spectre initial de cette norme d'emploi. Et finalement, ça permet de réinterroger peut-être, ou en tout cas de questionner de l'intérêt d'une réforme ou d'une modification en profondeur de toutes ces questions, de toutes ces mesures d'insertion, d'emploi et de maintien en emploi des personnes qui ont des incapacités au sens large, qui ont des difficultés, heu, des difficultés liées à un état de santé qui pourraient être nécessaires, heu, pour permettre vraiment d'englober toutes les situations. Disons qu'aujourd'hui, on a un traitement qui va être différencié en fonction de si la personne a ou non une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Peut-être qu'aujourd'hui, ce traitement différencié dans le cadre de l'emploi ou du maintien en emploi a plus lieu d'être, ne trouve plus sa justification en tout cas, mériterait d'être questionné.